Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à New York, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y aura plusieurs sujets qui seront au menu. Il y aura notamment un grand sommet sur le climat. Et notre invitée aujourd'hui est la ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal. Madame la ministre, merci de nous accueillir. Bonjour. Juste avant de parler de ce grand sommet, je vais vous demander une réaction d'abord sur les déclarations de l'organisation de l'État islamique qui a demandé, qui a fait un appel au meurtre de civils américains mais aussi français. Votre réaction? Vous me permettrez de n'avoir aucune réaction sur ce type de sujet. Pourquoi? Parce que plus on relaie ce genre d'appel, plus on lui assure de la notoriété et de la promotion, si j'ose dire. Donc je pense que la meilleure posture de responsabilité, c'est, chacun aura compris l'abomination de ce type d'appel. Donc la meilleure des choses, je crois, c'est de n'en rien dire. Venons-en alors au sommet sur le climat. L'actualité internationale est chargée. Évidemment, il y a la Syrie, il y a l'Ukraine, il y a l'épidémie d'Ebola. Malgré tout, il y a une grande mobilisation autour de ce sommet. On se souvient que les dernières négociations se sont mal passées à Copenhague. Est-ce que ce sommet est crucial de ce point de vue-là? Il le faut obtenir des résultats, précisément en tirant les leçons des échecs de Copenhague. Je me souviens très bien de Copenhague parce que j'y étais dans le cadre du sommet des collectivités territoriales en tant que présidente de région qui avait servi de référence sur l'excellence environnementale. Et autant les territoires avaient été très productifs, très constructifs et avaient enclenché un certain nombre d'avancées, autant au niveau des États, ça avait échoué. Donc il faut tirer les leçons de cela et moi je crois que le contexte est positif aujourd'hui. D'abord parce que les Nations Unies, son secrétaire général, sont très mobilisés et ça c'est très nouveau. Hier nous faisions ensemble la marche sur le climat dans les rues de New York qui a rassemblé 300 000 personnes et puis à travers le monde entier il y a eu plusieurs marches. Donc c'est aussi ça, c'est le deuxième élément très positif, c'est qu'aujourd'hui il y a une mobilisation visible des citoyens et en étant très demandeurs d'une décision au niveau des chefs d'État, c'est utile et ça va pousser les dirigeants à agir. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet de New York? Des engagements concrets ou juste des belles paroles? On sait qu'il y a eu beaucoup de sommets, on se dit toujours il faut lutter contre le réchauffement climatique. C'est bien, manifestons, mobilisons-nous, mais les résultats concrets ne sont pas là pour le moment. En quoi est-ce que ce sera différent? Alors, on peut attendre trois types de décisions. D'abord, la reconnaissance mondiale que la question du dérèglement climatique, qu'il faut préférer d'ailleurs au mot réchauffement climatique, le dérèglement climatique est un enjeu crucial pour l'avenir de la planète et pour l'avenir de la paix. Car il n'y a pas d'opposition entre les crises que vous évoquiez tout à l'heure et la question de la crise écologique, parce que la crise écologique est à l'origine, est à la source de nombreux conflits, de nombreuses guerres d'aujourd'hui et du futur. Donc vous voyez, agir pour la protection de la planète, c'est pas seulement agir pour la protection de l'équilibre naturel de la planète, c'est aussi agir pour la paix aujourd'hui et pour demain. Est-ce que vous pensez qu'il y a consensus là-dessus? On sait par exemple que ce sommet, les présidents de la Chine, le Premier ministre d'Inde ne seront pas là. Or, ils jouent évidemment un rôle clé. On sait qu'aussi aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas vraiment consensus sur le dérèglement climatique. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur ce sujet? Alors ceux que vous citez ne seront pas là, mais leurs équipes sont là. Pas plus tard qu'hier, je rencontrais le ministre indien de l'Environnement, que j'ai trouvé extrêmement positif et constructif. Mais il est vrai que ce consensus reste à construire. C'est de l'effort, c'est de l'énergie, sans jeu de mots. C'est un travail. Rien n'est facile dans ce domaine. Et donc cette étape aujourd'hui à New York est une étape cruciale. Et l'engagement des Nations Unies vise à donner un coup d'accélérateur pour qu'à Lima, il se passe aussi quelque chose de bâti et de constructif. Dans la perspective, ce sont les prochaines négociations. En décembre, dans la perspective de la conférence Paris Climat en fin 2015. Entre-temps, il y aura le Conseil européen des 24 et 25 octobre où nous faisons tout pour faire en sorte que l'Europe devienne exemplaire. Et la France qui aura la responsabilité, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour accueillir la conférence climat compte tenu de l'échec de Copenhague. Paris a pris cette responsabilité, la France a pris cette responsabilité. Alors ce que nous faisons, c'est que nous avons décidé d'être exemplaires. Et si je dois rejoindre Paris dès demain, c'est parce que je présente à l'Assemblée nationale
le projet de loi que j'ai rédigé sur la transition énergétique et la croissance verte pour que la France soit exemplaire et se fixe des objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes de montée en puissance des énergies renouvelables, en termes de performance énergétique, notamment des bâtiments, afin d'être une locomotive et de montrer que, alors que dans les années passées, nous faisions un peu la leçon au reste du monde sous prétexte que nous avions une énergie nucléaire qui ne dégage pas de gaz à effet de serre, nous disions, il y a encore quelques années, encore récemment, écoutez, la France, elle remplit ses objectifs, nous n'avons rien à faire. Non, j'ai voulu que la France s'aligne sur les positions les plus offensives sur la question des énergies renouvelables et sur la question des économies d'énergie, précisément parce que nous avons tous ensemble à bâtir un autre modèle énergétique. Alors avant de venir à cette loi qui va être débattue au Parlement à partir du 1er octobre, juste ici à New York, est-ce que la France compte faire des annonces? Parce qu'on parle de ce sommet de Paris fin 2015, on espère qu'il y aura un traité, un accord pour que les pays à la fois développés et en développement se mettent d'accord sur des objectifs chiffrés. Est-ce que la France compte faire des annonces de ce point de vue, là à New York ou bientôt, pour montrer l'exemple, pour montrer qu'il faut parvenir à une solution négociée à Paris l'année prochaine? C'est plus que des annonces, c'est un effet d'accélération et d'entraînement. C'est se dire que si la France se fixe à elle-même les objectifs que je viens de vous évoquer, notamment la réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, si la France se fixe ces objectifs-là et si la France agit en Europe pour que l'Europe aussi adopte ces objectifs, c'est parce qu'elle veut servir d'entraînement au reste du monde avec d'autres pays, bien évidemment, qui sont aussi en avance sur la question écologique. Ce qui est très important, c'est que contrairement à ce qui a été fait à Copenhague, où un texte a été mis sur la table et ensuite, bien évidemment, se nouent des tas de conflits autour de la rédaction d'un texte, là, l'idée, c'est d'avoir une stratégie tout à fait différente, une stratégie participative, une stratégie que je souhaite de co-construction de l'accord qui sera conclu, à savoir que chaque pays puisse s'exprimer sur la façon dont, à l'intérieur de chacun des pays, et compte tenu de leur modèle énergétique, il fait des efforts pour enclencher cette diminution, cette limitation à 2 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Quelle est la contribution de chacun des pays? Et donc, quand vous dites cela, vous faites tomber les réticences, les doutes, les procès d'intention, puisque chaque pays est mis devant ses responsabilités librement, mais sous le regard des autres, donc est obligé finalement de faire mouvement comme la France fait mouvement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, de demander à chaque pays aussi qu'est-ce qu'il compte faire non seulement aujourd'hui, mais sur les 20 à 30 ans qui viennent. Donc la difficulté d'un sommet sur le climat, c'est qu'on est obligé de fixer des perspectives pour 2030 ou 2050. Par exemple, nous avons fixé l'objectif de diminution de moitié de la consommation énergétique à 2050. Mais pour arriver à 2050, ce qui paraît très loin, l'action, c'est tout de suite. Si nous n'agissons pas tout de suite, alors demain, il sera trop tard. Et c'est ça qu'il faut que les citoyens comprennent. C'est que 2030-2050, ça paraît loin, mais c'est tout près. C'est tout près parce que ça demande déjà énormément d'efforts pour obtenir cette limitation du réchauffement climatique. Donc si je comprends bien ce que vous dites, c'est que l'année prochaine à Paris, vous ne voulez pas un accord contraignant, mais plus des contributions volontaires, que tous les pays disent voilà ce que je vais faire, et non pas quelque chose qui soit trop contraignant, qui est sans doute l'une des causes de l'échec de Copenhague. Je comprends bien ce que vous me dites. C'est à peu près ça, à cette nuance près que c'est le processus qui est ouvert et qui donne une certaine liberté. C'est une bonne chose de laisser de la liberté au pays dans ce cadre-là? Oui, parce que dans le domaine de l'écologie, je vais vous dire quelque chose, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau international, si on agit sous la contrainte ou si on agit de façon punitive, à ce moment-là, on ne déclenche pas les énergies positives. Et je le fais aussi au niveau français. Je ne veux pas d'écologie punitive. En revanche, si chacun comprend qu'il faut adhérer à ces contraintes, alors il y a quand même des contraintes, parce que s'il n'y a pas de contraintes... Mais les pays en développement ne font pas confiance aux pays développés. Ils veulent justement que les pays développés s'engagent de façon contraignante. Ils ne les croient pas. Ils disent, bon, les pays développés vont dire, on a une crise économique, il y a une crise diplomatique, le climat passe après. Ils ont raison. Ils ont raison. Il faut que les pays développés, en plus, qui ont pollué pendant des générations la planète,
avec des systèmes de développement où ils ont été des prédateurs des matières naturelles et ils ont gaspillé l'énergie. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a eu des erreurs et ils comprennent qu'il faut que le monde ait un autre modèle de développement. Donc je comprends les pays les plus pauvres de la planète qui eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie et à qui on veut déjà faire des économies d'énergie alors qu'ils n'ont pas accès à l'énergie. Mais c'est ça qui est la chance, c'est ça la chance à saisir. Donc il faut réussir l'année prochaine à Paris. L'échec est interdit. Mais je ne crois pas qu'il y aura un échec. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je suis convaincue et je vois que les mentalités évoluent beaucoup parce que collectivement, nous avons à construire quelque chose qui nous dépasse tous individuellement et qui engage les générations futures. Et à ce moment-là, les crises ou les conflits de court terme peuvent passer au second plan. Ou les compétitions économiques, parce qu'il y a des enjeux de compétition économique, des enjeux d'argent aussi qui sont considérables, sur lesquels il faut ouvrir les yeux, pour que précisément ces enjeux financiers ne prennent pas le pas sur le choix des valeurs qui doivent guider la façon dont nous allons défendre un modèle de civilisation au sens global du terme. Et c'est la première fois qu'on peut défendre un modèle de civilisation au sens globalisant du terme, sans opposer le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, telle religion à telle autre religion, etc. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans la question de l'écologie et de la construction d'un autre modèle énergétique qui cesse de surexploiter les ressources naturelles de la Terre et de préparer aussi les milliards d'habitants nouveaux qui vont arriver sur cette petite planète, cette planète village qui va devoir nourrir de plus en plus de monde, comment est-ce que nous faisons pour assurer la dignité de l'humanité pour les générations qui viennent? Donc c'est un enjeu absolument considérable. Et moi, je fais confiance d'une certaine façon à la nature humaine. Il faut bien faire confiance à ce qui est de meilleur dans l'homme pour pouvoir bâtir notre avenir commun. Est-ce que vous faites confiance aux députés, aux sénateurs pour adopter rapidement cette loi sur la transition énergétique qui, disons-le clairement, a mis un temps fou à arriver? Les débats publics commencent le 1er octobre. Une procédure accélérée, c'est-à-dire une lecture par chambre au lieu de 2. Quand est-ce que vous espérez que la loi sera adoptée? C'est vrai que c'est un texte difficile, hein. Moi, j'ai été nommée il y a 5 mois ministre de l'écologie. J'ai fait ça vraiment nuit et jour parce que je sentais qu'il fallait vraiment que la France soit exemplaire pour les raisons que nous venons de dire avant la fin de l'année. Donc là, le texte a franchi de façon positive toutes les différentes étapes consultatives institutionnelles. Il arrive donc mercredi matin en commission spéciale. Il y a plus de 2500 amendements. Ce texte intéresse à ce que je vois. Il y a aussi des conflits, hein, des points de vue très divergents. Et mon travail, c'est de faire converger ces points de vue divergents vers le nouveau modèle énergétique français qui va créer des emplois. L'objectif, c'est quand alors le vote? L'objectif, c'est un vote la première semaine d'octobre, ce qui sera déjà une grande victoire si c'est acquis. Et mon souci et la façon dont je vais faire levier sur les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique, c'est de leur dire, là aussi, que ce défi écologique, c'est une chance à saisir parce que nous pouvons déclencher rapidement des créations d'emplois, notamment dans les métiers du bâtiment, avec la rénovation énergétique, puisque l'énergie la plus chère est finalement, ou la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc commençons par économiser l'énergie, parce que 40% de la consommation énergétique, c'est le bâtiment, et donc si l'on arrive à monter en puissance, et nous y parviendrons sur le déclenchement des chantiers de rénovation énergétique, alors nous aurons gagné la transition énergétique. Donc une loi votée rapidement. Je l'espère. Elle sera votée en procédure d'urgence. Dernière question, ça ne vous a pas échappé. Nicolas Sarkozy a annoncé son retour en politique. Il a donné plusieurs interviews. Ça vous inspire quoi, son retour? Écoutez, vous avez vu avec tout ce dont nous venons de parler. Donc je suis très très loin de la politique politicienne. Compte tenu de la responsabilité qui est la mienne, de la charge de travail qui est la mienne, j'observe tout cela parce que c'est la vie politique, mais je ne m'y implique absolument pas. Ça vous fait ni chaud ni froid? Je m'occupe de mon travail. Donc vous voyez, je construis le futur. Donc c'est un enjeu autrement plus important. Maintenant, la vie politique a ses propres règles et je regarde cela plus en spectatrice qu'autre chose. Ça peut vous donner des idées peut-être? Non, pas d'idées autres que celles que je viens de vous exprimer par rapport à cet enjeu majeur de l'avenir de notre pays. Vous savez, nous vivons là une crise économique terrible.
Politique aussi. à l'échelle de la planète. Eh bien, je pense qu'une des façons de s'en sortir, un des effets leviers les plus performants, c'est de changer le système économique et financier. Et pour changer le système économique et financier, la question de la révolution énergétique et du changement de modèle, c'est une des clés des différentes solutions. Et j'espère que l'agenda des solutions que nous poussons au niveau de l'Organisation des Nations Unies de la planète trouvera aussi un débouché à la fois à Lima et l'année prochaine à Paris. En tout cas, moi, j'y consacre toutes mes forces. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'être venue sur l'antenne de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.